suis Max Bouboundala, béninois donc de la diaspora. Je vis à Bordeaux. J'ai fait mon bac à Cotonou, n'est-ce pas, avant de partir donc en France, à Bordeaux, où je suis installé depuis 35 ans. Essentiellement, je suis consultant en marketing et en stratégie digitale à Bordeaux. J'ai fait mon parcours, mon premier cycle, mon deuxième cycle et mon troisième cycle à l'université Michel de Montaigne de Bordeaux, en sciences de l'information et de la communication. Ensuite, je suis parti plutôt à Montréal, à l'université du Québec à Montréal, pour faire mon master conjointe. Et je suis revenu en France pour m'installer et fonder une petite famille. Alors écoutez, essentiellement, comme vous savez, le marketing, c'est quand même un secteur qui est très porteur, comme vous le savez. Dans le marketing, comme vous le savez, vous avez la communication, le conseil, mais aussi la stratégie. Et donc moi, c'est un métier qui me passionne énormément, puisque d'abord, de base, je suis d'une formation en sciences de l'information et de la communication. Et comme vous savez, les sciences de l'information et de la communication, ça englobe un peu tout. Et le marketing, c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui, parce que ça permet généralement de faire du conseil, n'est-ce pas? De bâtir une stratégie concrète par rapport à un produit, à vendre un produit, formation. Et c'est un métier qui me passionne énormément, un secteur qui me passionne énormément. Alors ce secteur, c'est vrai que c'est un secteur assez un peu hermétique, mais on peut y faire son nid si on décide, n'est-ce pas, de bâtir une stratégie personnelle et professionnelle autour de ce secteur. Il ne faut pas oublier qu'avec l'avènement des NTC, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, nous avons largement aujourd'hui la possibilité, n'est-ce pas, dans ce secteur, n'est-ce pas, de développer beaucoup d'activités socio-professionnelles, mais aussi en termes d'emploi, d'employabilité, je veux dire, ce qui permet d'avoir un retour sur la rentabilité qui pourrait être intéressant pour nos jeunes, n'est-ce pas, nos jeunes étudiants, nos frères qui sortent fraîchement des universités ou des formations. Et si moi j'ai un conseil à leur donner, je pourrais leur humblement les inciter à aller dans ce secteur qui est un avenir porteur. Alors, vous avez parfaitement raison, que je vous avais dit tantôt en introduction que j'étais allé à Montréal, à l'Université du Québec à Montréal, et je suis tombé dans le pot par hasard, parce que j'ai travaillé à la fondation de l'Université du Québec à Montréal, et c'est là-bas que j'ai découvert, n'est-ce pas, le marketing direct. Et donc, c'était essentiellement à la fondation de l'Université du Québec à Montréal, ce qui était essentiel, c'était que, comme vous savez, les universités nord-américaines sont des universités privées, avec un financement sur des fonds privés. C'est pas comme en France où c'est le fonds public qui finance les universités. Et donc, essentiellement, qu'est-ce qui se passe dans chaque fondation, chaque université nord-américaine, donc privée, il s'agissait de mettre en relation la fondation de l'Université du Québec à Montréal, met en relation, rappelle donc les anciens étudiants qui sont dans la vie active pour leur demander, n'est-ce pas, de venir, n'est-ce pas, en retour aider, n'est-ce pas, l'université à financer par exemple un projet de 3 millions de dollars. Et donc moi je suis allé là par hasard et ça m'a plu. J'ai vu qu'il y avait un intérêt, c'est-à-dire on était au départ des relationnistes, vous voyez, on appelait donc les étudiants, les anciens étudiants qui sont maintenant des cadres, des hauts fonctionnaires, pour leur demander de donner 100 dollars, n'est-ce pas, pour l'université sur un an, et sans problème, ils donnaient. Et c'est comme ça que j'ai mis le prix à l'étrier, et j'ai compris que la relation, le marketing direct, était un secteur qui était intéressant. Voilà comment, tout en ayant fait des études en troisième cycle en sciences de l'information et de la communication, j'ai viré progressivement en marketing. Et je ne le regrette pas. Au Bénin, comme vous le dites, les gens ne voient que la promotion de la marque, mais derrière le marketing, il y a beaucoup plus de possibilités qui
beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus larges, je dirais, dans une tautologie, qui aura intérêt à explorer. Vous voyez, le marketing, c'est pas seulement vendre une marque, un produit, le marketing, ça peut être aussi vendre des services, faire du conseil en management, des audits, du conseil en efficacité commerciale, du conseil en développement personnel, DPE, du conseil en PNE, programmation neurolinguistique. On peut même appliquer la PNL au marketing. Donc vous voyez, c'est un secteur qui est vraiment large où on peut faire pas mal de choses. Alors, je me suis spécialisé dans l'audit organisationnel, précisément dans cela. Pourquoi? Parce que, comme on le voit aujourd'hui, toutes les entreprises ont des difficultés à un moment donné. Parce que de façon croissante, une entreprise commence, se développe ou décline. Et pour qu'elle continue pas à se développer, il faudrait que la structure organisationnelle interne, n'est-ce pas, soit opérationnelle. Et pour qu'elle soit opérationnelle, il faut un audit de temps en temps, n'est-ce pas? Et moi, je me suis spécialisé dans l'audit organisationnel, qui me permet de voir d'un œil, avec un regard extérieur, ce qui se passe dans cette entreprise, ce qui se passe dans cette structure, et apporter des solutions, des remèdes, n'est-ce pas, pour permettre, n'est-ce pas, un développement beaucoup plus efficient, beaucoup plus efficace, ou parfois même un développement commercial beaucoup plus efficace. Et c'est dans ce secteur-là, l'audit organisationnel, que je me suis spécialisé. Bien entendu, comme vous savez, dans toute entreprise humaine, on ne peut pas avoir la prétention de tout connaître. Parfois, je fais un audit organisationnel dans une entreprise, mais je n'ai pas la solution. Je n'ai pas la solution parce que parfois, il faut mettre en confiance les salariés que vous rencontrez lors du process pour être sûr que ce qu'ils rapportent correspond effectivement à la réalité de l'entreprise. Parfois, c'est vrai que j'avoue que j'ai parfois du mal à poser, n'est-ce pas, un diagnostic précis, n'est-ce pas, sur une situation interne que je rencontre dans une entreprise. Heureusement, lorsqu'on fait un diagnostic, il n'est jamais définitif. Après, il faut revenir, n'est-ce pas, pour faire une évaluation à la fin de l'audit organisationnel, ce qui permet de mettre en place des correctifs, heureusement et précisément. Pas du tout. Au contraire, la difficulté vous permet de vous remettre en cause. Et ça, pour rien au monde, je changerai cet axe-là que j'ai. La difficulté, justement, doit permettre, n'est-ce pas, de se remettre en cause et de se rappeler, avec beaucoup d'humilité, qu'on n'a pas la science infuse et que, dans toute entreprise humaine, il ne faut jamais oublier qu'on a des limites pour s'améliorer. Si je vous dis que c'est facile, c'est que j'aurais menti. Et ce n'est pas sincère. Et ce n'est pas honnête. Ce n'est pas du tout facile. Quand vous quittez votre environnement familial, votre cocon familial, quand vous quittez votre pays familial, votre pays natal, quand vous partez en France, aux États-Unis, au Canada, au Japon, enfin, un peu partout dans le monde, comme il y a beaucoup de Béninois de la diaspora, comme beaucoup de Béninois de la diaspora le font, ce n'est pas facile parce que vous arrivez dans un environnement que vous ne maîtrisez pas, un environnement hostile, il faut s'insérer, il faut s'adapter, et ça c'est la première difficulté, et il ne faut pas oublier la solitude qui vous prend au pied, au corps. Vous vous retrouvez du jour au lendemain tout seul dans un environnement. Alors que, comme vous savez, en Afrique, c'est plutôt une société essentiellement communautaire, fraternelle, alors que là-bas, le prisme, c'est l'individualisme, et donc on est confronté à ce choc. Des cultures. Des cultures, merci Madame Adandé de me passer le terme, quand on arrive sur place, et parfois c'est très très déstabilisant. Moi je l'ai vécu, mais je me suis empressé de me focaliser sur le pourquoi je suis parti du Bénin, de mon pays natal. L'objectif était clair, c'est de partir à l'étranger, non pas en aventure, mais pour se perfectionner, pour faire des études et pour pouvoir gagner par la suite sa vie.
Personnellement, j'ai pas vécu le racisme directement. Peut-être indirectement. En tout cas, je ne me sens pas concerné, je vais être honnête avec vous, Madame Adandé, pendant 35 ans qui je suis parti en 93, j'ai pas vécu le racisme directement. En revanche, parfois, à la fin des études, c'est vrai que pour trouver des stages, c'est un peu plus difficile pour nous, en tant que peau noire, de trouver un stage, mais je n'ai pas été confronté, n'est-ce pas, au racisme directement. Parfois, on envoie des CV, nos CV, il n'y a pas de retour. Bon, ça, c'est un peu frustrant. Mais personnellement, oui, le racisme existe, mais il ne faut pas non plus en faire tout un plat. Et personnellement, non, j'ai pas... Indirectement, comme je le dis, on envoie des CV, il n'y a pas de retour, etc. Ça s'arrête là, mais j'ai pas vécu les injures et autres. Les injures, etc. En tout cas, Bordeaux, c'est une très belle ville. Et vous serez la bienvenue, Madame Adandé. Et vous verrez que vraiment, c'est une ville agréable, qui a ses difficultés, qui a ses impondérables, mais aussi que c'est une ville qui est agréable à vivre. Il n'y a pas de recette magique, en fait. Je dirais, il y a plutôt une recette sectorielle. Il faut d'abord avoir de la détermination. Il faut avoir les moyens de sa politique. Et il faut surtout se conformer aux règles des pays d'accueil. Je pense que ce triptyque est très important, les moyens, la détermination et se conformer aux règles, n'est-ce pas, des pays d'accueil. Non, ce n'est pas la peine. Parce que ça me rappelle, Madame Adandé, vous faites bien de me dire, nos jeunes frères qui se mettent à la mer, qui passent par la mer, je veux dire, pour regagner l'Europe, ça n'a certainement aucun intérêt. C'est un suicide pour moi. Pour le futur, j'ai quelques projets au Bénin, justement dans le secteur marketing. J'y travaille parce que, vous savez, l'ambition de tout Béninois, de la diaspora, c'est un jour de rentrer, pas forcément pour la retraite, mais de revenir quand même pour investir un tant soit peu dans son domaine de compétences. Et c'est dans cette dynamique que je serai, pas que je suis, que je serai dans quelques années à venir pour mettre mon expertise au service de mon pays. Et aussi contribuer, n'est-ce pas, localement, comme les autres, au développement du pays, pour peu que l'État nous permette de nous installer avec des exonérations fiscales et des facilités d'accueil, comme le font déjà beaucoup de pays africains, je veux nommer le Mali, le Sénégal, et puis quelques autres pays de l'Afrique australe qui permettent à leur diaspora de revenir au pays tout en leur permettant des facilités d'installation, etc., etc., etc. Content, ce serait un euphémisme, mais je dirais plutôt que je suis un peu satisfait, sans fausse modestie, de mon parcours, parce que j'ai pris en compte le background éducationnel qu'on m'a donné et le triptyque dont je parlais, la détermination, les moyens. Non, justement. Alors, je voulais être pilote, en fait, au départ. Et qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, je vais vous faire une confidence. Mon père, quand j'étais tout petit, je dis, mais papa, je vais être pilote. Et il m'a dit, quoi? Tu vas être pilote, toi? Dès que je rentre dans l'avion, j'entends le commandant de bord, Max Bobo Ndada, je descends. Alors donc, il m'a tellement répété ça que ça m'a un peu déstabilisé. Et c'est authentique ce que je vous dis, ça m'a un peu déstabilisé. Et puis finalement, j'ai pris cette voie. De préparer son départ, pas de départ par la mer, par voie maritime, etc. C'est un souci, comme on l'a dit déjà, Madame Adandé, mais de préparer son départ avec beaucoup de parcimonie, beaucoup de méthode.
de se déterminer par rapport à un secteur. S'ils veulent faire de la médecine, s'ils veulent faire du marketing, s'ils vont pour la biologie cellulaire, ou etc., de définir ce qu'ils ont à faire là-bas. Et à partir de ce moment-là, ils peuvent construire et bâtir toute une stratégie, un schéma de développement professionnel, et ensuite, pourquoi pas, partir, mais ne jamais partir sans anticiper, sans prévoir son parcours à venir, et surtout, sans se dire, pourquoi je vais là-bas? Parce que si c'est pour aller en aventure, ce n'est pas la peine. Autant rester ici, parce que même si tout le monde rêve d'aller à l'étranger, nous le savons aujourd'hui, ce n'est pas aussi évident, aussi facile que ça de vivre à l'étranger. Donc il faut vraiment que nos jeunes choisissent, avec méthode, le secteur dont ils rêvent avant de partir et d'y construire une stratégie cohérente pour se donner justement les moyens, une fois sur place, que ce soit en France, aux États-Unis, au Japon ou partout, un peu partout dans le monde, pour pouvoir se réaliser comme ils le souhaitent, mais ne jamais partir dans la précipitation. Moi, personnellement, je préfère faire le ménage, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire? Ici, que d'aller faire le ménage. Si je pars à l'étranger pour faire le ménage, ça ne sert à rien du tout. C'est le mirage occidental qui permet à nos jeunes frères et nos jeunes sœurs du Bénin, ou d'un peu partout de l'Afrique, de penser que faire le ménage, c'est facile. D'abord, pour faire le ménage, il faut avoir une carte de séjour. Il faut avoir les papiers, comme on dit là-bas. Donc, on ne peut pas aller là-bas et avoir comme objectif de faire le ménage. Ça ne sert à rien. Et moi, je déconseille à nos jeunes frères d'être dans cette dynamique. Il faut savoir que la diaspora africaine envoie des devises, des dizaines de milliards de francs CFA, n'est-ce pas, par an. Donc, le poids de la diaspora dans l'économie, dans les économies nationales africaines, est indéniable. On le sait. Maintenant, pour aider la diaspora à investir dans leur pays d'origine, il faut des facilités, on leur dit. On l'a dit tantôt. Mais ce qui serait encore, pardon, Madame Adandé, de me répéter, ce qui serait encore beaucoup plus intéressant, c'est que les gouvernements africains fassent un effort. Parce qu'il y a, et il y aura, et il existe des compétences au sein de la diaspora béninoise. Et ces compétences, on peut les solliciter. On peut les solliciter pour leur permettre, avec des facilités salariales, pour leur permettre de mettre leurs compétences au service, n'est-ce pas, de leur pays d'origine. Je vais vous donner un exemple. Il y a plus de médecins béninois en région parisienne qu'au Bénin. Pourtant, le Bénin a besoin, voilà un exemple concret, le Bénin a besoin de médecins. Il y a plus de médecins béninois dans la région parisienne qu'au Bénin. Voilà un exemple concret. Donc, pour juste donner l'exemple des médecins, il y a d'autres secteurs. Il y a d'autres secteurs à foison. Donc, il existe des compétences. Mais comment faire pour intéresser ces compétences avec de l'attractivité salariale? Parce qu'un médecin, un cadre, un haut fonctionnaire ne va pas laisser ses acquis, n'est-ce pas, en France et rentrer pour gagner, vous voyez ce que je veux dire, un salaire de misère. Donc il faut un accompagnement du gouvernement, des gouvernements africains pour permettre à ces compétences, ces talents de la diaspora de revenir au Bénin et de se mettre au service du pays. Un deuxième exemple, on manque des professeurs à l'université. Tout à fait. Il y a des professeurs. Au même moment, il y a des aspirants. Vous voyez tout le processus difficile que les aspirants rencontrent pour passer les filtres, etc., pour être titularisés. Parfois, ils sont là pendant 10 ans, 15 ans dans la précarité, etc. Il faut déjà titulariser les aspirants.
au métier d'enseignant. Et après, pourquoi pas, même si on manque de professeurs, on peut aller les chercher à l'étranger, à l'extérieur, dans la diaspora, mais toujours avec un intéressement salarial et surtout leur permettre de s'installer avec beaucoup de facilité et puis des exonérations fiscales, pourquoi pas, etc. J'étais un peu surpris de voir que dans des quartiers, par exemple, je donne un exemple, à la Haye-Vive où j'ai grandi, je donne un exemple, parfois je me suis plusieurs fois perdu, parce qu'il y a des routes, il y a des pavés, etc. Parfois je me suis vraiment perdu. Alors la dynamique qui est en cours, comme vous le savez, nous allons à la fin d'un deuxième mandat, inexorablement, puisque nous pouvons faire confiance à celui qui conduit aux destinées du pays, n'est-ce pas? Et la dynamique qui est en cours, elle ira jusqu'au bout. Mais on voit quand même qu'il y a un peu de changement. Il a fait sa part, comme les autres. Il appartient au futur de décider et de faire aussi leur part. Le plus important, c'est pour l'intérêt du pays, le plus important, c'est qu'il y ait la paix. C'est ce que tout le monde souhaite, c'est ce que j'entends depuis que je suis arrivé. La paix et le pain et une alternance dans vraiment la sérénité la plus totale et la paix. Je voulais remercier Radio Afrique Santé de m'avoir fait l'honneur de me recevoir et de m'inviter. Et je trouve vos studios assez agréables et ça donne envie de revenir, Madame Adandé.